en décembre 97, Bonaparte arrive à Paris, il a signé avec l'Autriche le traité de Campo Formio. Il faut bien qu'on se rende compte de ce qu'il avait fait, avec ce traité de Campo Formio. Je vous avais indiqué rapidement cela la semaine dernière. Le Directoire n'avait pas l'intention de garder l'Italie du Nord. Le Directoire voulait considérer cette Italie du Nord, captive maintenant, comme une monnaie d'échange pour obtenir de l'Autriche la reconnaissance de l'occupation française de la rive gauche du Rhin. Mais je vous avais dit également que ce n'était pas l'idée de Bonaparte, que lui, il voulait conserver cette Italie du Nord sous le nom de République cisalpine, dont il serait naturellement le protecteur, parce qu'il voulait se réserver personnellement cette Italie du Nord comme lieu de retraite, c'est ce que son frère dira, son frère Lucien, comme lieu de retraite au cas où ça ne marcherait pas en France. Remarquez bien que c'est extrêmement grave, parce que jusqu'à présent, la fameuse politique des Girondins, ça avait été la politique dite des frontières naturelles. Parenthèse, vous savez, chacun peut déterminer ses frontières naturelles comme il l'entend. La France avait décidé, la France girondine avait décidé que les frontières naturelles, c'était toute la ligne du Rhin. Nous verrons plus tard un nommé Hitler, par exemple, déclarer que la frontière naturelle de l'Allemagne, ça va jusqu'à la Somme, et précédemment, Bismarck avait dit que ça allait jusqu'aux Vosges. Chacun décide des frontières naturelles selon son intérêt. Mais c'est que Bonaparte va au-delà. Il ne s'agit plus maintenant des frontières naturelles, puisqu'on occupe la ligne du Rhin. Il s'agit d'une expansion, il s'agit d'un débordement. La France est au-delà de ses frontières naturelles avec la Cisalpine. C'est un germe fatal de guerre pour l'avenir. D'autre part, il a des idées personnelles. Il les a avouées à deux personnes, au moins. À Melzi. Melzi, c'était son homme de paille, si vous voulez, auprès de la République cisalpine. Et d'autre part, à un nommé Millot de Melito, qui était le représentant permanent de la France au Piémont. Il a dit à Melzi, vous ne pensez pas tout de même qu'un homme comme moi va perpétuellement servir les avocats de Paris. Il lui avait dit ça quand il était à Montbello. Je vous rappelle qu'il avait créé à Montbello, près de Milan, une espèce de cour où Joséphine avait trôné un instant. Quant à Millot de Melito, il lui avait dit autre chose. Il lui avait dit la France est une république. Enfin, voyons entre nous sérieusement. Vous croyez à la possibilité d'une l'existence d'une république de 30 millions d'habitants? On peut concevoir une petite république helvétique parce que ça, ils sont 3 ou 4 millions. Mais en France, c'est pas concevable. Par conséquent, lui, il revient avec la ferme idée de s'emparer de la France et de la transformer autoritairement. Un certain nombre d'historiens de bienséants qui nous parlent de Bonaparte nous disent que c'était une véritable trombe ascendante. Il est monté vers le pouvoir comme ça, tumultueusement. C'est pas vrai. Lui-même a dit à plusieurs reprises, et en particulier à son complice, à son camarade Roederer, il lui a dit « Je ne veux rien risquer ». C'est-à-dire, je ne veux m'engager que quand j'aurai tous les risques, avec toutes les chances, avec moi. Et quand il arrive en décembre 97, il se rend bien compte que toutes les chances ne sont pas avec lui. C'est-à-dire que les gens du directoire, les 5 directoires, quoi, les pentarques dont je vous ai parlé, regardent avec quelques stupeur et quelques inquiétude ce général qui s'est transformé en politicien, qui a fait de la géopolitique, qui s'est attribué des fonctions diplomatiques qu'il n'avait pas, et on n'a qu'une idée, c'est de lui voir les talons. Il s'en rend compte et il y a quelqu'un qui va le guider. Quelqu'un, c'est Talleyrand, qu'il appellera toujours, lui, Talleyrand. Bon. Qui c'est Talleyrand? Vous vous rappelez, c'est un ancien évêque qui s'est laïcisé. Il était l'évêque d'Autun, il a fait de la politique, il a quitté l'Église, et il s'est occupé beaucoup des affaires de 90-91. Puis, quand ça a mal tourné en 92, grâce à Danton du Reste, il est passé en Angleterre et de là aux États-Unis. Il a attendu que la situation redevienne possible en France. Son amie et ex-maîtresse, Madame de Staël, s'est entremise pour le faire rentrer. Marie-Joseph Chénier est intervenue auprès du directoire pour qu'on lui permette de revenir. Au début de l'année 97, Talleyrand est rentré en France. Un homme comme Talleyrand, quand il rentre en France, ça y est, c'est pas pour n'y rien faire. Il veut gagner de l'argent, c'est sa grande préoccupation. Alors, toujours grâce à Madame de Staël, il va s'arranger pour obtenir un ministère important. Et au mois de juillet 97, oui, nous sommes dans cette année-là, au mois de juillet 97, le voilà ministre de ce qu'on appelle aujourd'hui Affaires étrangères et qui s'appelait alors les Relations extérieures. Il y a dans les mémoires de Barras un détail extrêmement significatif sur le jour où Talleyrand a appris sa nomination de ministre des Relations extérieures. Quand il est sorti du Luxembourg, le palais du Luxembourg où il y avait le gouvernement, il était accompagné de Benjamin Constant. Vous savez, il y a entre Benjamin Constant et Talleyrand une ressemblance extrême. On pourrait dire qu'ils se ressemblent comme deux gouttes de pu. Alors, dans le fiacre où il était avec Benjamin Constant, il lui a pris le genou. Il lui a pétri le genou, Talleyrand, et il lui a dit, nous allons faire une fortune immense. Donc l'idée de Talleyrand, dès qu'il arrive ministre des Relations extérieures, c'est de faire sa fortune. La fortune de la France ne l'intéresse pas, sa fortune. Et immédiatement, on va le voir au travail, selon sa méthode de concussionnaire délibéré. Il va y avoir une indemnité à régler du côté de Naples. On s'est emparé de Naples, c'est la République parthénopéenne. On a imposé, bien sûr, une énorme indemnité de guerre aux gens de Naples. Alors Talleyrand leur dit, si vous me versez à moi 2 millions,
je vous promets que je vais faire baisser de 2 ou 3 millions, de 4 ou de 5 millions votre indemnité de guerre. Ça marche, c'est un nommé Ruffo, le ministre Ruffo qui traitait l'affaire. Talleyrand reçoit son argent et les Napolitains paieront moins cher. La même année, du reste, il réussira moins son coup avec les délégués américains. La France était dans une situation difficile avec les États-Unis. Il y avait des problèmes d'indemnité pour des bateaux. Et lorsque les délégués américains arrivent à Paris, ils reçoivent le lendemain même à leur hôtel un émissaire de Talleyrand qui leur dit « Écoutez, c'est comme ça qu'il faut faire avec monsieur de Talleyrand. Il faut mettre sur la table une enveloppe. » Monsieur de Talleyrand demande 250 000 $. Ils n'ont pas marché. Cette fois, les Américains n'ont pas voulu marcher. Ça n'empêche pas qu'au bout d'un an et demi de présence sur l'action extérieure, Talleyrand a déjà personnellement mis de côté environ 2 millions. Il est fait pour s'entendre avec Bonaparte. Et il lui dit « Attention, mon garçon, j'ai l'impression qu'on vous surveille. Il ne faut pas aller trop vite. » Lui, personnellement, il l'a flatté terriblement. Lui qui était ministre des Relations extérieures, à l'égard d'un général abusif, d'un militaire abusif dont je vous ai parlé la dernière fois, voilà ce qu'il lui disait. Voilà donc la paix faite, une fois que Bonaparte avait signé cette paix dramatique de Campo Formio qui contenait, comme je vous le dis, un germe de guerre. Voilà donc la paix faite. Et une paix à la Bonaparte. Recevez-en mes compliments de cœur, mon général. Mon général, notez que, protocolairement, il ne devait pas lui dire ça. Il devait lui dire général, puisqu'il a été le ministre des Relations extérieures. Mais mon général, ça fait plus respectueux. Les expressions me manquent pour vous dire tout ce que je voudrais. Il y aura peut-être quelques criailleries, mais c'est égal. Adieu, général pacificateur. Adieu. Amitié, admiration, respect. Vous voyez dans quels termes ils sont. Alors il lui dit, prenez garde, hein, ne vous mettez pas trop en avant. Et effectivement, c'est le 3 décembre que Bonaparte est arrivé à Paris, et le 10 décembre, une grande manifestation en son honneur a lieu dans la cour d'honneur du Luxembourg. Sur l'ordre, dans la cour du Luxembourg, 2 discours. Un discours de Bonaparte, très attendu, et un discours de ministre des Relations extérieures, Talleyrand. Bonaparte, dans son discours, a glissé un petit mot assez menaçant. De quoi se mêle-t-il? Il a dit « J'espère que la France sera bientôt assise sur de meilleures lois organiques ». Ça veut dire ça, de meilleures lois organiques. Ça veut dire que ce général estime que la Constitution française telle qu'elle est ne le satisfait pas. Ça ne le regarde pas. Alors Talleyrand, qui a un peu peur qu'il soit trop engagé, va prononcer les paroles que voici. J'ai craint un instant, pour lui, Bonaparte, cette ombrageuse inquiétude qui, dans une république naissante, s'alarme de ce qui semble porter atteinte à l'égalité. Et la gloire de Bonaparte, naturellement, elle efface tout. Mais je m'abusais. Dès qu'on l'approche, on est frappé de cette manière si émouvante et si noble qui est la sienne de chercher à se faire pardonner sa gloire. Ah non, certes non, la liberté n'a rien à redouter, ni non plus l'égalité de cet homme, ce Bonaparte, si digne de Plutarque, un goût antique qu'il a pour la simplicité, amour pour les sciences abstraites. Sa lecture favorite est Ossian, le sublime Ossian qui semble nous dégager de la terre. Et nul n'ignore le mépris, le profond mépris qui anime le général Bonaparte pour l'éclat, le luxe, le faste, la richesse, misérables ambitions des âmes communes. Vous imaginez un peu ce qu'ils ont dû se dire l'un à l'autre lorsque le discours a été fini, qu'ils se sont retrouvés le soir dans quelques salons, le coup de coude qu'ils se sont donnés, et Bonaparte, écoutant, se rappelant ce que Talleyrand avait dit publiquement, cette accumulation de bévues conscientes et de facéties mensongères, je lui dis, ben, c'est pas mal, c'est exactement ce qu'il faut dire pour le public. Et en particulier, Talleyrand lui dit, je sais très bien que vous avez ramené de l'argent, environ 12 millions, vous savez, en monnaie d'aujourd'hui, n'en faites pas ostentation, que les gens ne sachent pas ce que vous avez. C'est pourquoi vous avez vu Bonaparte dépenser 1 200 000 francs pour sa maison d'Ajaccio, parce que c'est pas à Paris, se contenter d'acheter l'hôtel de la rue Chantraine, il a payé 52 000 francs, mon Dieu, c'était possible, et c'est encore en secret, toujours sur le conseiller de Talleyrand, qui va acheter pour 1 200 000 francs de biens nationaux belges. Ça ne se voit pas. Talleyrand lui a donné un autre truc, si je puis dire, le même qu'il avait employé personnellement. Avant d'arriver ministre des Relations extérieures, il s'était fait nommer à l'Institut. On sait trop pourquoi. En fait, Talleyrand avait une grande culture, ce qui n'était pas le cas de Bonaparte. Mais comme Carnot n'est plus de membre de l'Institut, voilà que Bonaparte se présente à sa place. Naturellement, il est élu. Il se fait inscrire dans la section des sciences. Son ministre, un peu plus tard, qui s'appelle Chaptal, qui était un chimiste et qui était aussi un savant sérieux, Chaptal dira les connaissances mathématiques de Bonaparte ne dépassaient pas le bezout. Bezout, c'était le nom du manuel scolaire. Il ne savait pas grand-chose. Mais enfin, il avait le don de s'instruire en écoutant, et devant les gens de l'Institut, il était extrêmement humble, il était gentil, il prononçait des paroles nobles et humanitaires, comme celle-ci par exemple, « Les véritables conquêtes sont celles que l'on fait sur l'ignorance ». Pourquoi est-ce qu'il tient à l'Institut? Il y a 2 ou 3 raisons, si vous voulez. Première raison, il faut qu'il fasse le civil, maintenant, le civil, qui n'effraie pas les civils du gouvernement, qui ont un peu peur de ce militaire. Deuxième raison,
l'Institut est plein de ce qu'il va appeler lui-même les idéologues. L'idéologue, c'est la suite, la série, la queue, si vous voulez, des encyclopédistes du XVIIIe siècle. C'est rempli de francs-maçons. Il appartient lui-même à la maçonnerie. Et entrer à l'Institut, c'est avoir certainement l'appui d'un corps important, spirituellement important, en France. Troisièmement, et encore plus important, Bonaparte sait parfaitement qu'il y a d'autres généraux comme lui qui pensent à essayer de s'emparer de la France. Il sait bien que Kléber a des arrière-pensées, nous allons les voir. Il sait qu'Augereau en a eu. Il a très peur de Moreau, parce que Moreau est un général à prestige. Et il se dit, si je suis moi, membre de l'Institut, je me crée une supériorité immédiate sur ces autres qui ne sont que des traîneurs de sabre. Moi, en effet, je suis un sabre étincelant, mais en plus, je suis un savant, puisqu'on m'a reçu à l'Institut. Comprenez, il y a une espèce de place à prendre. Il y a des tas de candidats là, qui sont prêts à s'emparer de cette place, c'est-à-dire le gouvernement de la France par un sabre, et lui, Bonaparte, veut s'assurer cette place personnellement et il cherche une ruse. Cette ruse, c'est celle-ci. Le gouvernement, qui se méfie de lui, dès le 26 octobre, notez bien la date, puisqu'en octobre, il est encore en Italie, il ne va rentrer que le 5 décembre, le 26 octobre, le gouvernement avait déjà désigné Bonaparte comme chef de l'armée d'Angleterre. Bon, c'est entendu, l'Autriche maintenant a signé la paix, il ne reste plus qu'un ennemi de l'Angleterre. L'armée d'Angleterre, hein, c'est autre chose qu'une armée contre l'Autriche. Il faut franchir la Manche. Et j'ai bien l'impression que quand les gouvernants ont décidé qu'il serait chef de l'armée d'Angleterre, c'est un peu pour le mettre dans une situation embarrassante. Il va s'embourber. Jamais il n'osera faire la traversée de la Manche. Alors on va le voir réunir des hommes sur la côte de Boulogne, là. Les mois vont passer, jamais il ne fera son opération, ça va le déconsidérer. Trop malin, Bonaparte les a vus venir. Il ne veut pas se constituer directement en opposition avec le gouvernement, c'est un soldat loyaliste, n'est-ce pas, bien sûr. Alors il va en inspection sur la côte de la Manche, et le 23, je m'excuse de souligner, hein, le 23 février 98, il va remettre son rapport. Il va dire, j'ai étudié la situation militaire, je crois qu'il n'y a vraiment pas moyen de franchir la Manche pour l'instant, et je propose au gouvernement une manœuvre tournante contre l'Angleterre. On ne va pas l'attaquer de front, mais on va l'attaquer à travers l'Égypte. Avouez que comme manœuvre tournante, c'est assez long en effet. Cette idée d'Égypte, il y a un certain temps qu'elle est dans sa tête. Pensez que le 10 février 97 déjà, dans Cône sur la rive Adriatique, il avait dit, en 24 heures, on va d'ici en Macédoine. Tiens, il pensait à Macédoine, Alexandre. Le 27 juillet, il avait parlé cette fois des îles ioniennes au gouvernement. Ces îles sont plus importantes pour nous que toute l'Italie réunie. Et au mois d'août 97, il faut nous emparer de l'Égypte. Ah, il faut nous emparer de l'Égypte. Quelle est donc son idée? Je sais bien que Leibniz, sous Louis XIV, avait déjà fait une proposition pareille. Il avait dit la possession de l'Égypte pour la France serait d'un grand intérêt économique. Talleyrand, dans une lettre du 23 septembre 97, Talleyrand, ministre des Relations extérieures, dit à Bonaparte, oui, vos idées sur l'Égypte sont intéressantes, nous sommes en train de perdre nos colonies des Antilles, on remplacerait comme colonies, point de vue commercial, on remplacerait ces Antilles perdues que les Anglais nous ont prises, on les remplacerait par l'Égypte. C'est pas ça l'idée de Bonaparte, il faut bien comprendre. Je vais vous dire là une chose à laquelle je tiens beaucoup, qui paraît scandaleuse et révolutionnaire, mais qui est la vérité. C'est un apatride, Bonaparte. C'est un homme qui est sorti de Corse, qui a détesté longtemps la France, qui ne s'intéresse pas à la France. Il a été reflué sur la France parce qu'il n'a pas réussi son coup, vous savez, le faux départ en Corse. Il a francisé son nom parce que c'est sa femme qui lui a dit, Joséphine lui a dit Bonaparte, c'est pas bien, il faut mettre Bonaparte. Alors à partir de l'expédition d'Italie, il a signé Bonaparte, ce qui fait plus français. Mais il n'est absolument pas français dans le sang, dans les mois. La France est un terrain de chasse, simplement pour lui. Alors il se dit, comme il n'y a pas moyen pour l'instant de faire une opération sur Paris, comme il ne peut même pas se faire élire directeur parce qu'il faut avoir 40 ans pour être directeur et qu'il est bien loin d'avoir ses 40 ans, alors il va reprendre une idée qu'il avait eue, vous vous le rappelez peut-être, en 95, lorsque Constantinople, enfin le sultan, avait demandé des généraux instructeurs français. Je vous ai dit qu'à quel point ça l'avait intéressé, parce qu'il s'était dit, là-bas, Constantinople, l'Orient, Eldorado, enfin, je vais pouvoir faire une fortune énorme à la Talleyrand. Mais maintenant, il est dans une situation bien différente et bien supérieure. Autrefois, c'est pas loin, il y a 3 ans, en 95, il aurait été simplement un général instructeur envoyé auprès des Turcs. Maintenant, il est général d'armée. Alors, il peut se diriger vers l'Orient à la tête d'une troupe. Il peut être un conquérant. Ubi, bene, ibi, patria. Vous savez la formule. Là où je suis bien, là où j'ai de l'argent, là, c'est ma patrie. Eh bien, Bonaparte, en 98, est quelqu'un qui se dit, du côté de l'Égypte, il y a une énorme fortune à faire, je vais partir, je vais plaquer la France, ce qui m'intéresse, c'est la destinée d'Alexandre, c'est la conquête de l'Orient. Il racontera plus tard,
99, l'année suivante, qu'il a été, pour ainsi dire, déporté, oui, déporté, par les directeurs qui ne voulaient pas de lui. En fait, il a beaucoup insisté, terriblement insisté, pour l'avoir, cette expédition d'Égypte. Et Talleyrand va l'appuyer dans des conditions mystérieuses. Vous allez voir pourquoi j'insistais sur le 23 février tout à l'heure. Talleyrand, oui, lui dit, vous avez raison, c'est une bonne idée. Mais voici qu'au début de l'année 98, Talleyrand écrit à sa maîtresse, Madame Grant, une Anglaise qui va d'ailleurs bientôt épouser, il lui dit, je pousse, écoutez bien ça, hein, je pousse beaucoup Bonaparte à l'expédition d'Égypte pour faire plaisir à nos amis anglais. Comment? Pour faire plaisir à nos amis anglais, il l'expédie là-bas? Oui, parce que les Anglais avaient parfaitement peur, ils avaient peur d'une tentative à travers la Manche. Ils commençaient déjà à faire des défenses côtières très sérieuses. Et il se dit, si Talleyrand a la possibilité d'orienter ailleurs ce Bonaparte, ça serait excellent pour nous. Mais il y a bien pire. Vous vous rappelez, hein, 23 février. C'est le 23 février que Bonaparte a remis son rapport au directeur pour leur dire, je propose une expédition d'Égypte. Le 23 février. Le 22 février, la veille, Talleyrand, ministre des Affaires étrangères, a convoqué le chargé d'affaires de Prusse. Et ce 22 février, il lui a révélé ce qu'allait contenir le rapport combiné entre lui et Bonaparte. Il a révélé à ce Prussien pourquoi qu'on allait partir, qu'une expédition allait partir, une expédition française allait partir de Toulon sur l'Égypte. Et il a ajouté, je sais que les Anglais n'interviendront pas, que la flotte anglaise laissera passer Bonaparte. C'est vrai, elle le laissera passer. Mais vous savez tout de même qu'on y va perdre toute la flotte française de la Méditerranée et que les Anglais l'ont guetté. Quand ils l'ont trouvé dans le port d'Aboukir, ils l'ont détruite. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça donnerait à penser, hein, je ne vais pas au-delà, que Talleyrand a reçu de l'argent des Anglais pour, premièrement, écarter Bonaparte d'une agression directe contre l'Angleterre, et deuxièmement, pour qu'une puissante flotte française de Méditerranée s'engage dans des parages dangereux où la flotte anglaise pourra la détruire. Toujours est-il qu'il y tient absolument, Bonaparte. Il a même dit au directoire comment il fallait faire pour financer l'opération. Il leur a dit, ben, il y a la Suisse à côté. La Suisse, il y a un gros trésor en Suisse. À Berne, en particulier, il y a 30 millions disponibles. On enverra le général Brune. Le général Brune volera les 30 millions des Suisses, ça nous suffira pour notre expédition. Le voilà parti. Il arrive le 1er juillet. 1er juillet 98, le voilà qui débarque. Dès le 20 juillet, il entre en contact avec les Mamelouks. Qu'est-ce que c'est que les Mamelouks? C'était une milice composée d'anciens esclaves, mais qui n'étaient plus esclaves du tout, qui étaient des Turcs et des Égyptiens. En principe, c'était des gens à peu près révoltés même, à peu près révoltés contre le sultan, et qui mettaient l'Égypte en coupe réglée. Ils avaient des soldats, ils étaient eux-mêmes soldats, et ils se sont groupés devant le Caire, près des pyramides. Bonaparte n'en fait qu'une bouchée, c'était facile, il avait des tas de canons avec lui, et les Mamelouks n'en avaient pas. Alors les Mamelouks vont faire des charges de cavalerie, et encore des charges de cavalerie contre les canons, ils vont se faire naturellement nettoyer, enfin tailler en pièces, et comme on s'est aperçu sur les cadavres qui étaient tombés dans les premiers rangs, qu'ils avaient presque tous de l'or dans leur ceinture, alors pendant 48 heures, les soldats français de l'expédition d'Égypte vont tordre des baïonnettes pour les rendre un peu crochus, et vont procéder dans le Nil, où on les a poussés, à des récupérations de cadavres, pour attraper l'or qui est dans les ceintures. Maintenant, on arrive au Caire, ça y est, il n'y a plus de défense, puisque les Mamelouks sont écrasés, et on va se mettre à pratiquer la coupe réglée de l'Égypte, ce que faisaient les Mamelouks. Bonaparte va s'écrier, je viens vous délivrer des Mamelouks, comme il avait dit aux Italiens, je viens vous délivrer des Autrichiens, et il vient simplement se substituer aux Mamelouks. On va faire une opération de pompage. Cette opération de pompage va se doubler d'une opération théologique, qui est extrêmement intéressante. Il faut que je vous en parle un petit peu longuement, enfin 5 minutes, parce que pour bien comprendre ce qui va se passer en France avec le Concordat, il faut savoir ce que Bonaparte avait fait avec les curés de là-bas, c'est-à-dire les imams et les mouftis. Le Moniteur, journal officiel, du 27 novembre 98, publiera ceci. Relation de l'entrevue du général Bonaparte, général en chef de l'armée d'Orient, avec plusieurs mouftis et imams dans l'intérieur de la grande pyramide dite de Khéops. Bonaparte parle. Le divin Coran fait les délices de mon esprit et l'attention de mes yeux. J'aime le prophète, et je compte avant peu aller honorer son tombeau dans la ville sacrée de la Mecque. Mais ma mission est auparavant d'exterminer les Mamelouks, ces oppresseurs rebelles au grand sultan, que Dieu l'entoure de sa gloire. Sur le pape à présent, si j'ai tempéré par ordre d'en haut, car c'est un missionnaire du ciel, voilà, par ordre d'en haut, l'orgueil du vicaire d'Issa, Issa c'est Jésus, en diminuant ses possessions terrestres, c'était pour lui amasser des trésors dans le ciel. Malheur, 3 fois malheur, à ceux qui recherchent les richesses périssables et qui convoitent l'or et l'argent, chose semblable à la boue. Vous imaginez un peu Talleyrand et Madame de Staël, qui aiment toujours beaucoup Talleyrand et qui est folle de Bonaparte.
Vous les imaginez lisant à Paris dans le bulletin, enfin, dans le Moniteur, ce que je viens de vous dire là. Ils ont dû pouffer parce qu'il est fort, parce qu'il est malin, Bonaparte. C'est pas tout. Comme il a amené des aérostiers avec lui, et aussi comme il a fait établir un paratonnerre au-dessus du palais qu'il avait choisi au Caire, un char céleste montera bientôt par mes ordres jusqu'au séjour des nuées, et la foudre descendra vers la terre le long d'un fil de métal dès que je l'aurai ordonné. Puis viennent les exhortations positives. Moufti, imam, moullah, derviche, instruisez le peuple d'Égypte. Encouragez-le à se joindre à nous pour l'anéantissement des Mamelouks. Favorisez le commerce des Francs dans vos contrées et leur entreprise pour parvenir d'ici à l'ancien pays de Brahma. Vous avez entendu? Leur entreprise pour parvenir d'ici à l'ancien pays de Brahma, l'Inde. Par conséquent, l'idée d'Alexandre, l'idée de franchir l'Euphrate, l'idée de se diriger vers l'Indus, elle est déjà là. Éloigner les insulaires d'Albion, race maudite, telle est la volonté de Mahomet. Ben, les Français vont lire ça, mais il y a deux nouvelles qu'ils ne liront pas, que Bonaparte va cacher. Premièrement, une terrible révolte qui a éclaté au Caire au mois d'octobre. C'était fatal, puisqu'on les saignait, ces gens. La révolte a été écrasée par les moyens que vous connaissez. Il y en a des masses qui s'étaient réfugiés dans une mosquée. On va tirer sur la grande mosquée. Comme des paysans se sont soulevés aussi parce qu'on extorque au fait là tout ce qu'on peut leur extorquer, Bonaparte organise une petite cérémonie sur la grande place du Caire, les Béquiers. Des mules et des chameaux arrivent portant des sacs. Je ne sais pas, c'est un peu rond, parce que c'est des courges. Et puis on ouvre les sacs devant le public, et ce sont des têtes coupées, environ 200 têtes coupées qui sont là pour l'édification des populations. Bon, alors la deuxième nouvelle que les Français ne doivent pas savoir, c'est ce qui s'est passé le 1er août. Et bien le 1er août, la flotte française qui avait été cernée à Aboukir a été totalement détruite par les Anglais. On est coincé. L'expédition militaire française, les 35 ou 38 000 hommes qui sont là sous Bonaparte, sont coincés en Égypte, ne peuvent plus rentrer en France. Croyez-vous que Bonaparte n'en est bouleversé? Mais absolument pas. C'est ce qu'il voulait, c'est même un signe du destin. Cet homme est superstitieux, il croit au destin, il croit qu'il a une étoile. Et il se dit, on m'indique que je ne peux pas rentrer en France et que les astres, enfin le ciel, les dieux, sont pour moi, pour me pousser dans la direction de l'Inde. Alors, départ, on va se diriger d'abord vers le nord, vers la Syrie, vous savez, vers Jaffa, vers Saint-Jean d'Acre, et de là, on piquera du côté de l'Euphrate. Ça va pour Jaffa. Jaffa, c'est un peu défendu, c'était le 7 mars 99, et comme on avait fait 2000 prisonniers, des Albanais du reste, et que Bonaparte ne voulait pas s'alourdir de 2000 prisonniers, il les a fait d'abord fusiller, et puis pour économiser les munitions, ceux qui n'étaient pas morts sous les décharges de fusil, on les achèvera à l'arme blanche. 2000 qui sont ainsi nettoyés. Le 19 mars, on arrive devant Saint-Jean d'Acre. Là, il y a un os, il y a un pépin. Il fallait une artillerie de siège. Saint-Jean d'Acre, c'était une forteresse. Or, les Anglais avaient attrapé les 3 navires chargés de l'artillerie de siège que Bonaparte avait essayé de faire parvenir par cabotage, en longeant la côte. Les Anglais les avaient pris. Alors on n'a pas une artillerie suffisante. Et pendant des mois, du 19 mars au 28 mai, 6, 7, 8 assauts que Bonaparte va faire lancer contre la forteresse d'Acre, il n'y a pas moyen. Il perd des quantités d'hommes, impossible. Il dira plus tard, c'est devant Acre que ma fortune a changé. À savoir que, puisqu'il n'y a pas moyen de passer, puisqu'il y a un barrage, puisqu'il y a un verrou, ben, c'est entendu, on va refluer. C'est très mal de refluer, vous savez, pour ça, sur son prestige. Alors on ne le dira pas, naturellement, il y aura un nouvel incident à Jaffa, l'incident des pestiférés. Les laudateurs de Bonaparte disent c'est pas vrai, enfin ce dont on l'a accusé au sujet des pestiférés de Jaffa. Et même, vous voyez, dans la plupart des livres d'histoire, Bonaparte qui touche les bubons des pestiférés. Ben, nous savons par lui-même, par les confidences qu'il a faites à Bertrand, que c'est parfaitement vrai. Il y avait environ 200 soldats français qui avaient la peste, qui étaient à Jaffa. Bonaparte a dit, je ne veux pas que les Turcs fassent des prisonniers, vous allez me tuer, tout ça. Alors les soldats français atteints de la peste dans les hôpitaux de Jaffa ont été expédiés au sublimé corrosif. Il ne faut pas que les gens du Caire, et il ne faut pas non plus que les gens de Paris, sachent ce qui s'est passé devant Saint-Jean d'Acre. Alors Bonaparte envoie des gens au Caire pour prévenir que le général rentre à la suite de glorieuses victoires. Il envoie un bulletin à Paris disant « J'ai été obligé de faire une expédition contre Acre qui s'était soulevée, j'ai rasé la ville, elle n'est pas rasée du tout ». Enfin, il rentre au Caire avec l'idée qu'il faut rentrer, lui, tout de suite à Paris, le plus vite possible. D'autant plus que les nouvelles viennent de lui parvenir. Ce sont des journaux étrangers qui ont été saisis, et dans ces nouvelles, il y a ceci. Une coalition s'est dirigée contre la France. La Russie nous attaque. Pourquoi? Grâce à lui. La Russie voit arriver les Français du côté de l'Égypte. Ils se disent, ils vont monter sur Constantinople. La Russie se réserve Constantinople. Alors, le premier résultat qu'a eu l'expédition d'Égypte sur la France, c'est de nous jeter les Russes sur le dos. Les autres Russes nous ont refoulés en Allemagne, se sont emparés de l'Italie du Nord, c'est une chose extrêmement mauvaise. Et d'autre part, Bonaparte apprend qu'il y a eu 2 coups d'État en France
le coup d'État du 22 Floréal, le coup d'État du 30 Prairial, c'est-à-dire du 18 juin 98, et que Sieyès, qui s'était fait nommer ambassadeur à Berlin, est revenu. Si Sieyès est revenu à Paris, c'est quelque chose de prépare. Par conséquent, lui, Bonaparte, veut rentrer le plus vite possible en se disant, s'il y a un coup à faire, il faut que j'en sois. Deuxièmement, ça c'est une nouvelle officielle qu'il a eue par les journaux, mais il a eu une lettre de son frère, Joseph, et ça l'a mis hors de lui. Il y a 2 récits là-dessus, on a vu Blémire pâlir dans tous ses états à la suite de ce que lui racontait son frère. Quoi? Joséphine. Joséphine, il savait parfaitement, Bonaparte, qu'elle était la maîtresse d'Hippolyte Charles, entre autres. Vous savez, Hippolyte Charles, le loustic de régiment, l'homme des calembours. Seulement, ce qu'il apprend par son frère, c'est qu'elle a, non pas acheté, mais loué, ou peut-être acheté sans payer, la Malmaison. Cette magnifique propriété de la Malmaison. Et qu'elle est installée là, à la Malmaison, avec son Jules. Enfin, je me trompe, avec son Charles. Alors, vous comprenez, ça lui fiche un coup. Enfin, non seulement il me trompe, et en plus, c'est moi qui dois payer les frais. Alors il écrit une lettre affolée à son frère, il lui dit « J'ai plus de quoi vivre ». Vous vous rendez compte, j'ai plus de quoi vivre avec tout l'argent qu'il avait ramassé là-bas, il faut que je rentre tout de suite. Comment partir? Il y a la croisière anglaise qu'il faut essayer de déjouer, on essayera. Il faut partir en douce, il ne faut pas que les gens le sachent, il ne faut pas que Kléber, surtout, qui va être le chef de l'armée à sa place, se doute du fait que le général en chef va déserter. Alors Bonaparte va donner rendez-vous à Aboukir, à Kléber, le 24 août. Kléber y arrivera le 24 août, mais le 23 août, il sera déjà parti. Il sera parti avec Menou en lui disant « Si j'arrive à aborder la France, le règne des avocats est fini. » Traverse Ajaccio, il reste à Ajaccio 6 jours, parce que, dira-t-il à Bertrand, je voulais donner quelque argent aux personnes d'Ajaccio afin de n'avoir pas d'ennemis derrière moi pour m'empêcher de m'emparer du pouvoir en France. Il va débarquer exactement le 9 octobre à Fréjus. Il va débarquer avec quelques mamelouks dont il s'est assuré la présence, des mamelouks, vous savez, éblouissants, bleus, rouges, tout dorés, leur beau visage noir et leur turban, toute une aura solaire l'entoure. Les gens voient revenir celui qui se nomme lui-même le vainqueur de l'Orient, alors qu'il est vainqueur de rien du tout. Il est paré de tous les prestiges, des palmiers, des pyramides, du soleil, des almées, des mosquées. On dirait une espèce de pharaon, comme écrira admirablement Jaurès. Il enrôlait les sphinx dans le coup d'État. C'est le 9 octobre qu'il débarque à Fréjus. Dans un mois, ça sera le 9 novembre. Et le 9 novembre, ça s'appelle dans le calendrier révolutionnaire le 18 Brumaire.